Bonjour Christophe, bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro de Relevé de compteur. C'est avec grand plaisir que je succède aux côtés de Fabien Delorme au grand Tony Havard qui a assuré cette chronique durant de longues années. 2 en fait. Je vous propose donc de commencer par la découverte de tous ces petits êtres serviables, facétieux ou mauvais qui peuplent nos forêts, nos rivières et nos chaumières. Ils font partie du petit peuple, également appelé fairies. On trouve des lutins, des elfes, des trolls ou des nymphes, et bien d'autres petits personnages encore. Mais qui sont ces fairies? D'où viennent-ils? Où les rencontrer? Autant de questions auxquelles je vais tâcher d'apporter aujourd'hui des réponses. Les fairies sont très présentes en Europe, chez les peuples de tradition païenne, notamment les Celtes, les Scandinaves ou les Saxons. Les fairies sont des incarnations de la nature, et tout comme notre environnement, ils peuvent se montrer hospitaliers ou hostiles, apporter des ressources vitales ou donner la mort. Ils sont donc bien loin des êtres mièvres que l'on rencontre parfois dans les histoires contemporaines à destination des enfants. Ils ont inspiré nombre de légendes et ont soufflé aux poètes et écrivains certaines de leurs plus belles histoires. Même le barde, Shakespeare, s'est laissé prendre dans les filets de ces êtres fabuleux, en faisant les héros du songe d'une nuit d'été. Si la majorité d'entre eux apportaient une aide précieuse aux gens d'une maisonnée, ne dit-on pas qu'un bon lutin est un trésor dans une maison, d'autres pouvaient s'avérer redoutables et mieux valait éviter de les croiser. Il ne serait malheureusement pas possible de s'intéresser à tous les dignes représentants du petit peuple, c'est pourquoi je vous propose de dresser le portrait de quelques-uns d'entre eux. Commençons par ceux qui sont probablement les plus connus par chez nous, les lutins. Les lutins sont des génies facétieux de forme humaine et de petite taille, qui vivent souvent dans les bois, mais que l'on peut retrouver dans les fermes, les jardins, les mines. Ils peuvent vivre très vieux, plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires. Les lutins peuvent changer de forme. Ils peuvent ressembler à un humain comme à un animal ou un objet, genre le tabouret sur lequel vous êtes en train de vous asseoir. Ils peuvent aussi se rendre invisibles et ils adorent jouer des tours. Ces petits êtres facétieux, s'ils sont transformés en tabouret, n'hésiteront pas à fuir lorsque vous poserez votre fessier dessus. Les lutins sont aussi très intéressés par les femmes, d'où le terme lutiner, que je vous laisserai la joie de découvrir dans un dictionnaire bien loin des petites oreilles qui sont peut-être à l'écoute à l'heure actuelle. Les lutins peuvent être facilement confondus avec les nains du fait de leur petite taille et de leurs caractéristiques physiques assez proches, mais le caractère espiègle des lutins, leur susceptibilité et surtout leur rire très sonore permettent de les reconnaître aisément. En fait, lors de la christianisation des peuples païens, les dieux ont dû être abandonnés par les populations. Cependant, les gens étant très attachés aux petits êtres qui partageaient leur quotidien, ils ont en fait fait un mélange entre leurs anciens dieux et ces petits êtres, et c'est ainsi que les lutins ont hérité de certaines caractéristiques du dieu Neptune, le dieu des mers qui parcourait les vastes étendues aqueuses sur son char tiré par des dauphins ou des chevaux. Du fait de cette assimilation, les lutins ont revêtu de multiples apparences au fil du temps, tant physiques que psychologiques. Ils sont associés tantôt à l'air, à l'eau, à la forêt, aux dunes ou aux prés. Tantôt il s'agit de vieillards ridés, vêtus de haillons et mesurant moins de 2 cm, tantôt ils portent un bonnet rouge et mesurent plus de 30 cm. Les lutins peuvent être joyeux et espiègles, travailleurs et guerriers, et déployer une force à peine croyable. Ils peuvent être protecteurs du foyer, des enfants, des animaux, mais aussi se montrer démoniaques, voleurs et lubriques. Les lutins ont survécu à travers les siècles via les contes de la tradition orale et ont évolué au fil du temps. Travailleurs, ils le sont. Ils réalisent bien souvent le travail des humains. Nourrir et panser les chevaux, nettoyer les étables et les écuries, faire le ménage de la maison, faire la cuisine. Ils travaillent principalement la nuit et dorment le jour, cachés dans les caves et les greniers, sous les lits ou dans les armoires. En contrepartie, les lutins ne réclament rien d'autre que de la nourriture, surtout du lait, voire du lait caillé dont ils sont incroyablement friands. Certains humains, parfois, se laissent aller pour les remercier de leur labeur à leur offrir des vêtements flambant neufs. Et bien mal leur en prend. En effet, sitôt un lutin récompensé par des vêtements neufs, il enlève ses haillons, se vêt de ses plus beaux atours et s'en va, laissant le travail en l'état qu'il l'ait achevé ou pas. Un lutin peut donc être particulièrement utile dans un foyer. Cependant, si les habitants ne lui témoignent pas de respect,
il peut se retourner contre eux et leur faire amèrement regretter leur attitude. Alors si jamais un matin, au réveil, vous découvrez votre maison rangée, nettoyée, briquée, n'oubliez pas de déposer une coupelle de lait à l'attention du lutin de votre foyer et ne lui manquez jamais de respect. Les lutins sont assez répandus en France, notamment en Bretagne, où le petit peuple est encore très connu. Il y a d'autres pays où on trouve une grande quantité de fairies, notamment l'Irlande. Et en Irlande, le plus célèbre de tous les fairies est le leprechaun. Le leprechaun est effectivement considéré comme le fairy emblématique de l'Irlande. Le leprechaun a en fait l'apparence d'un vieux cordonnier de petite taille, de constitution frêle, qui porte un manteau vert et des hautes chausses rouges, des bas de laine et un chapeau à large bord. Il fume une pipe à l'odeur nauséabonde et à mauvais caractère. Il aime boire une potine, une boisson alcoolisée qu'il brasse lui-même. Il est d'ailleurs souvent ivre, mais jamais au point de ne plus pouvoir manier son marteau de cordonnier. Un leprechaun porte toujours avec lui 2 bourses. Dans l'une, un shilling d'argent magique qui revient dans sa bourse chaque fois qu'il est dépensé, ou qui se transforme en un gros tas de shillings lorsque le leprechaun l'utilise, selon les sources. Dans l'autre, un magnifique shilling en or, celui qu'il vous donnera si jamais vous l'attrapez et le contraignez. Malheureusement, ce shilling se changera en cendres dès que le leprechaun se sera éloigné. Et vous vous retrouverez bien les mains vides, comme avant d'avoir croisé ce banquier des lutins. Donc les leprechauns sont donc le banquier du petit peuple. Ils connaissent moult cachettes renfermant les biens de cet autre monde que constitue le monde des fairies. Ils n'aiment pas du tout les humains qu'ils jugent inconsidérés et suspectent de vouloir leur voler leur précieux argent. Et on peut rarement leur donner tort. Pour échapper aux humains, les leprechauns comptent sur leur vivacité. Difficile de faire mieux qu'entreapercevoir un leprechaun au détour d'un chemin dans les bois. Et si jamais un humain agile parvient à en attraper un, le leprechaun lui promettra monts et merveilles en échange de sa liberté. Mais il ne faut jamais faire confiance à un leprechaun. Sitôt relâché, il prendra la fuite. Donc si vous souhaitez avoir un jour le trésor d'un leprechaun, vous devez bien le maintenir et le contraindre à vous mener jusqu'à ce trésor, que l'on dit souvent caché au pied des arcs-en-ciel. Un fait étrange au sujet des leprechauns est qu'on n'a jamais pu observer de femelles leprechauns. Il existe donc nombre de spéculations sur la reproduction de ces petits êtres. De même que sur leur origine, la légende veut qu'ils soient les descendants de mortels et de fairies qui auraient été rejetés de leur monde respectif. Cependant, personne, pas même les leprechauns eux-mêmes, n'a jamais pu confirmer cette hypothèse. Et aucun leprechaun ne s'est jamais aventuré à expliquer aux humains comment est-ce qu'il assurait sa descendance. Le mystère reste donc entier. Continuons donc avec les fairies irlandais, et notamment les changelings. En effet, pour les femelles fairies, grossesse et accouchement sont des épreuves difficiles à surmonter. Les enfants fairies décèdent très souvent à la naissance, et pour les autres, ils présentent généralement de nombreuses difformités. Or, les fairies apprécient très fortement la beauté. Ce sont des esthètes qui placent la beauté au-dessus de tout. Pour eux, ces nouveau-nés sont donc des êtres repoussants, et ils ne désirent pas les garder auprès d'eux. Ils vont alors tout mettre en œuvre pour les échanger contre un beau bébé en bonne santé qu'ils vont aller chercher dans le monde des mortels. Bien évidemment, ils ne demandent pas l'avis aux parents humains avant d'échanger les bébés. Le nouveau-né dont les humains héritent est ainsi nommé un changeling. C'est un être généralement bossu, à la peau flétrie et jaunâtre, aux yeux noirs, qui pleure sans cesse, a un mauvais caractère et attire le malheur sur la maisonnée. Un changeling a un appétit vorace, et dès son plus jeune âge, il dévore toute la nourriture du garde-manger plutôt que de téter le lait de sa mère, humaine. Cependant, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, et rien ne peut jamais rassasier un changeling. Tout jeune enfant humain non baptisé, ou beaucoup trop vanté par ses parents, risque d'être échangé contre un changeling. Il existe cependant quelques astuces pour se protéger de tout échange. Par exemple, placer un crucifix en travers du berceau ou bien les vêtements du père lorsque l'enfant dort vont empêcher les fairies de venir voler le bébé.
La majorité des changelings, d'ailleurs, lorsqu'ils arrivent dans un foyer humain, ne vivent pas au-delà de 2-3 ans. Certains vont atteindre l'adolescence et ce sont alors des êtres velus, avec de toutes petites jambes très maigres, qui présentent cependant un immense talent pour la musique. Les changelings sont d'excellents joueurs de flûte. Il arrive quand même que le changeling que l'on retrouve dans son berceau ne soit pas un véritable enfant, mais simplement un vieux fairy déguisé en enfant. Dans ce cas, ce vieillard ressemblera trait pour trait à l'enfant volé, et les parents auront bien du mal à découvrir que l'échange a eu lieu. Tout ce qui pourra les mettre sur la voie est un changement radical d'attitude. Leur bébé deviendra froid et distant. Et ainsi, les parents pourront peut-être réaliser que celui qu'ils ont chez eux n'est pas leur véritable enfant. Ils devront alors tout faire pour faire partir le changeling. L'une des solutions est de le forcer à révéler son âge véritable, ou alors de lui faire infuser une infusion de digital. Dans ce cas, le changeling repart de là où il vient, et les fairies rendent à ses parents le petit humain qu'ils leur avaient pris. Et le petit humain leur revient en parfaite santé. Les changelings sont donc relativement répandus en Irlande. Ils ne sont cependant pas les fairies les plus connus de tous. Récemment, une série télé a mis à l'honneur la Banshee, un fairy relativement connu en Irlande, un peu moins par ailleurs, mais que donc cette série télé a contribué à populariser. La Banshee, par son cri funèbre, prévient une famille de la mort imminente de l'un d'eux. Il existe encore des débats sur la véritable nature de la Banshee. Est-elle réellement un fairy ou est-elle plutôt un esprit ou un être mortel ? Son nom irlandais, pardonnez-moi mon accent irlandais qui n'est pas parfait, Banshee, signifie femme de l'autre monde. Certains la considèrent comme une fairy vivant dans les collines, d'autres la voient comme un esprit vengeur qui suit les familles lui ont fait du mal et prend plaisir à leur annoncer la mort de l'un des leurs. D'autres encore décrivent la Banshee comme un esprit ancestral envoyé par les dieux pour prévenir certaines familles irlandaises de l'heure de leur mort. Quelle que soit son origine, la Banshee apparaît sous l'une de ces trois formes. Une très jeune femme, une femme plantureuse ou une vieille femme fourbue. Ces trois formes représentent les trois aspects de la déesse celte de la guerre et de la mort, Bash, Masha et Morrioghen. Elle porte généralement un manteau gris à capuche, un linceul ou les vêtements mortuaires du défunt non confessé. Cette forme humaine est généralement utilisée par la Banshee lorsqu'elle intervient dans les familles royales. Notamment, elle avait l'apparence d'une femme lorsqu'elle est apparue en 1437 au roi James Ier d'Écosse pour lui annoncer qu'il allait bientôt être assassiné à l'instigation du comte d'Atholl. Il est intéressant de noter qu'elle est parfois en train de laver les vêtements tachés de sang du défunt, ce qui fait indubitablement penser aux lavandières du folklore breton, ces femmes de la nuit qui lavent des vêtements ensanglantés et qu'il ne faut surtout jamais approcher, sinon elles vous emportent avec elles dans leur monde de mort. Bien qu'elle soit souvent représentée en tant comme une femme, la Banshee peut parfois prendre d'autres formes. Un corbeau encapuchonné, un lièvre ou une belette. Ces animaux sont associés à la sorcellerie en Irlande et donnent ainsi à la Banshee un aspect encore plus sinistre, si cela était nécessaire. Même si l'on n'entend pas la Banshee, on entend souvent la nuit son cri de lamentation. Il est parfois si perçant qu'il fait voler les vitres en éclats. La plus célèbre Banshee est très certainement Aiobshel. Elle est apparue au chef des troupes irlandaises, O'Hartigan, le 23 avril 1014 et l'a supplié de ne pas prendre parti à la bataille de Clontarf qui allait débuter. La Banshee lui a promis une vie de 200 ans emplie de bonheur s'il évitait le combat ne serait-ce qu'une journée. Mais O'Hartigan a refusé. La Banshee lui a alors prédit la défaite des troupes irlandaises, sa mort, celle de son fils et celle du grand roi d'Irlande Brian Bory. La prophétie s'est réalisée et, à la nuit tombée, les lamentations de la Banshee ont résonné à travers tout le champ de bataille. Elle est depuis restée attachée à la maison royale du comté de Munster et peut encore être aperçue ou entendue dans les hauteurs surplombant Lough Derg, le troisième plus grand lac d'Irlande. Il est intéressant de noter qu'il n'y a pas que la Banshee qui fait débat en tant que membre du petit peuple. En effet, le Dullahan, un cavalier qui utilise sa tête qu'il tient dans sa main droite comme lanterne, est aussi parfois considéré comme un fairy. Ce cavalier sans tête chevauche un cheval noir soufflant des flammes.
Il est aussi connu sous le nom de Sleepy Hollow et est très certainement le plus impressionnant de tous les fairies. D'autres fairies sont beaucoup plus petits, mignons et gentillés, comme par exemple les pixies, dont on peut désormais trouver fréquemment de petites figurines les représentant. Il s'agit d'êtres de petite taille, ailés, aimant danser, chanter, jouer de la musique et monter des chevaux. Les pixies sont généralement amicaux avec les humains et on les retrouve principalement dans les landes des Cornouailles. Leur origine reste cependant obscure, on ignore d'où ils viennent, mais leur représentation est désormais bien connue de tous. On avait même déjà vu des pixies, tous, lorsque nous étions petits et que nous avions regardé Peter Pan, la fée Clochette ayant emprunté les traits d'un pixies. Alors qu'en réalité, la fée Clochette n'est pas un pixies, elle est un elfe. La plus ancienne description des elfes nous provient de la mythologie nordique. Dans les textes médiévaux en vieux norrois, l'ancien islandais, on trouve en effet des références aux alfars. On les retrouve notamment dans l'Edda poétique, un ensemble de poèmes datant du XIIIe siècle. Les elfes sont des divinités mineures qui côtoient les principaux dieux. Avec l'arrivée du christianisme, la croyance dans les elfes sera combattue, car elle sera associée au paganisme. Ainsi, les elfes perdront petit à petit leur statut de divinité pour être assimilés à des démons cauchemardesques. Le terme germanique cauchemar, Albtraum, signifie d'ailleurs rêve d'elfe. On parlait d'ailleurs auparavant de pression d'elfe, Aldbrück, car les cauchemars étaient attribués à la présence d'un elfe assis sur la tête du dormeur. L'image que l'on a à l'heure actuelle des elfes, des êtres grands, incroyablement beaux, élancés, les oreilles pointues et de longs cheveux flottant au vent, est très fortement inspirée de l'image que Tolkien a donnée aux elfes dans Le Seigneur des Anneaux. Cependant, ils n'ont pas toujours ressemblé à Légolas. Ils étaient de si petite taille qu'ils pouvaient s'asseoir parmi les oiseaux sur les branches des arbres les plus graciles. Certains elfes étaient ailés, faisant ainsi penser aux pixies. Dans L'Elfe de la Rose de Hans Christian Andersen, les ailes de l'elfe partent de ses épaules et tombent jusqu'à ses pieds, et il est si minuscule qu'il peut vivre dans un bouton de rose. Les elfes sont généralement reconnus comme vivant vieux, plusieurs siècles voire plusieurs millénaires, et sont donc souvent représentés comme des êtres mélancoliques et pleins de sagesse. Cependant, les elfes prennent parfois l'apparence de très belles femmes, et font danser les hommes, ils les font danser jusqu'à ce que mort s'ensuive. Il existe donc un très grand nombre de représentations des elfes, qui varient en fonction du lieu et de l'époque. Pour en revenir aux fairies, nous allons désormais parler des Púca. Même si le Dullhan est le plus impressionnant de tous les fairies, il n'est probablement pas le plus craint. Ce titre revient aux Púca. Cela est peut-être dû au fait que le Púca erre toujours à la nuit tombée, blessant et trompant ceux qui le croisent, et le Púca peut prendre de multiples formes, toutes plus terrifiantes les unes que les autres. Dans certaines régions, le Púca a l'aspect d'un petit lutin difforme demandant sa part de récolte aux paysans à la fin du jour. D'ailleurs, dans ces régions, on laisse toujours la part du Púca à la fin de la journée. Dans d'autres régions, le Púca est un immense croque-mitaine poilu qui terrifie les voyageurs la nuit venue. Ou encore une oie noire avec des cornes enroulées sur elle-même. Cependant, la forme la plus fréquente du Púca est celle d'un grand cheval noir avec des yeux jaunes flamboyants et une longue crinière flottant au vent. Il parcourt ainsi de grandes distances, détruisant les haies et les barrières, terrassant de terreur le bétail, piétinant les récoltes et faisant des dégâts autour des fermes isolées. Le simple fait de voir un Púca peut empêcher une poule de pondre ses œufs ou une vache de donner du lait. Le Púca est une calamité pour tous les gens voyageant tard la nuit, sa grande passion étant d'attraper les voyageurs, de les jeter sur son dos et de les balancer dans des mares boueuses. Il arrive aussi au Púca de se planter devant une maison et d'appeler l'un des habitants, car les Púcas sont doués de langage et peuvent communiquer avec les humains. Il s'appelle donc l'un des habitants pour le faire sortir, le jeter sur leur dos et le balancer dans une mare de boue. Si la personne ne sort pas, le Púca n'hésitera pas à vandaliser sa propriété, car le Púca est un fairy très vindicatif. Dans certaines régions, cependant, le Púca est plutôt un être mystérieux. Il peut même être une aide en certaines occasions, prévenant la population de l'imminence de certains dangers. Le Púca est alors traité respectueusement par les humains, qui vont jusqu'à lui faire des offrandes pour s'assurer ses services.
Un seul homme est parvenu à chevaucher un puka. Cet homme est Brian Boru, le grand roi d'Irlande. Pour ce faire, il a utilisé une bride spéciale contenant 3 poils de la queue d'un puka. Il a ainsi réussi à contrôler le fabuleux cheval et à rester sur son dos, jusqu'à ce que, épuisé, le puka se soumette à sa volonté. Le roi lui a alors fait faire 2 promesses. Ne plus jamais tourmenter les chrétiens et ne plus jamais attaquer un Irlandais pure souche. Exception faite de ceux qui seraient ivres ou animés de mauvaises intentions. D'ailleurs, en ce qui concerne les Irlandais animés de mauvaises intentions, le puka était autorisé à attaquer avec plus de férocité qu'auparavant. Le puka a accepté ces conditions et a promis. Cependant, il semblerait qu'au fil des ans, le puka ait oublié cette promesse, car il a repris ses activités nocturnes comme si de rien n'était. Il est possible que le puka tire ses origines de Scandinavie. Le nom dériverait de puk, signifiant esprit de la nature. Ces esprits étaient très capricieux, détruisant les récoltes et causant des maladies au sein du bétail lorsqu'il n'était pas apaisé. La forme de cheval qui est la plus souvent attribuée au puka vient très probablement du culte que vouaient les premiers Celtes à cet animal. Les féeries auront donc fortement influencé les légendes qui leur succéderont. Par exemple, la légende de Guon, chef du petit peuple gallois qui veillait sur son vase mystique contenant l'eau du génie, de la divinité et de la science, inspirera la légende du Saint Graal au Moyen-Âge qui viendra se mêler à la légende arthurienne. Le puka, quant à lui, inspirera le barde Shakespeare qui en fera le héros du songe d'une nuit d'été, dont je me propose de vous faire la lecture d'un court extrait. Acte 2, scène première. Une clairière moussue dans un bois près d'Athènes. Il fait nuit, la lune brille. Un elfe entre par une porte et Puck par une autre. Puck. Eh bien, esprit, où errez-vous ainsi ? La fée. Par la colline, par la vallée, à travers les buissons, à travers les ronces, par les parcs, par les haies, à travers l'eau, à travers le feu, j'erre en tout lieu, plus rapide que la sphère de la lune. Je serre la reine des fées et j'humecte les cercles qu'elle trace sur le gazon. Les primes verts les plus hautes sont ses gardes. Vous voyez des taches sur leurs robes d'or ? Ce sont les rubis, les bijoux de la fée, taches de rousseur d'où s'exhale leur senteur. Il faut maintenant que j'aille chercher des gouttes de rosée pour en suspendre une perle à l'oreille de chaque coucou. Adieu toi, esprit bouffon, je vais partir. Notre reine et tous ses elfes viendront ici tout à l'heure. Puck. Le roi donne ici ses fêtes cette nuit. Veille à ce que la reine ne s'offre pas à sa vue, car Oberon est dans une rage épouvantable parce qu'elle a pour page un aimable enfant volé à un roi de l'Inde. Elle n'a jamais eu un plus charmant captif. Et Oberon, jaloux, voudrait faire de l'enfant un chevalier de sa suite pour parcourir les forêts sauvages. Mais elle retient de force l'enfant bien-aimé, le couronne de fleurs et en fait toute sa joie. Chaque fois maintenant qu'ils se rencontrent au bois, sur le gazon, près d'une limpide fontaine à la clarté du ciel étoilé, le roi et la reine se querellent, si bien que tous leurs sylphes effrayés vont se cacher dans la coupe des glands. La fée. Ou je me trompe bien sur votre forme et vos façons, ou vous êtes cet esprit malicieux et coquin qu'on nomme Robin Goodfellow. N'êtes-vous pas celui qui effraie les filles du village et crème le lait ? Tantôt dérange le moulin et fait que la ménagère s'essouffle vainement à la baratte, tantôt empêche la boisson de fermenter et égare la nuit les voyageurs en riant de leur peine. Ceux qui vous appellent Hobgoblin, charmant Puck, vous faites leur ouvrage et vous leur portez bonheur. N'êtes-vous pas celui-là ? Puck. Tu dis vrai. Je suis ce joyeux rôdeur de nuit. J'amuse Oberon et je le fais sourire quand je trompe un cheval gris et nourri de fèves en hennissant comme une pouliche coquette. Parfois je me tapis dans la tasse d'une commère sous la forme exacte d'une pomme cuite, et lorsqu'elle boit, je me heurte contre ses lèvres et je répands la bière sur son fanon flétri. La matrone la plus sage, contant le conte le plus grave, me prend parfois pour un escabeau à 3 pieds. Alors je glisse sous son derrière, elle tombe assise comme un tailleur et est prise d'une quinte de tout. Et alors toute l'assemblée de se tenir les côtes et de rire et de pouffer de joie et d'éternuer et de jurer que jamais on n'a passé de plus gai moment. Mais place, fée, voici Oberon qui vient. La fée. Et voici ma maîtresse. Que n'est-il parti ? Je n'aurai malheureusement pas le temps de m'attarder sur les trolls, gnomes et autres gobelins qui peuplent le royaume des fairies. À noter cependant que la manufacture des gobelins doit son nom aux gobelins qui aidaient les ouvriers à confectionner de beaux tapis.
Mais le mois prochain, Fabien Delorme vous parlera des tricksters, ces êtres farceurs dont le Pouka est un digne représentant. En attendant, je ne peux que vous conseiller la lecture de la grande encyclopédie des lutins de l'elficologue Pierre Dubois aux éditions Hobbeke, un éditeur néerlandais, mais aussi du Petit peuple des pays celtes de Gérard Lomenec aux éditions Terre de Brume, ou Vie et mœurs des lutins bretons de Françoise Morvan aux éditions Bréal. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous plonger dans Les songes d'une nuit d'été de William Shakespeare. Je vous remercie de votre écoute et ne ratez pas le prochain numéro de Relever le compteur qui vous sera donc présenté par Fabien Delorme. Au revoir.